vous parler de la question de la Russie. Vous savez que c'est un sujet majeur pour les astrologues. Depuis que Barbeau a lié sa fortune astrologique à la question de la Russie, ce qui n'est d'ailleurs pas nouveau, puisque depuis les années 50, il annonçait que la Russie, que l'URSS allait rattraper les États-Unis, ce qui n'a pas trop bien réussi à ce niveau-là, mais ensuite, en 89, il a pu transformer dans son essai, si on peut dire, et rappeler qu'il avait effectivement prévu, annoncé en tout cas en 1952-53, il avait indiqué dans un papier en 1989 qu'il y aurait une nouvelle étape importante pour la Russie. Comme il en avait eu une en 1917 et 36 ans après, en 1953, avec la mort de Staline. Alors, la mort de Staline, très franchement, à dire que l'astrologie permet d'annoncer la mort de Staline, ça paraît assez difficile à entendre. Mais, bon, admettons, n'est-ce pas? Admettons. Mais 1989 ne me paraît pas un moment essentiel pour la Russie, en tout cas pas aussi important que 1991. Or, 2 ans, c'est 2 ans. Là. Ce qui a été remarquable, ce qui a été considéré comme remarquable dans le cas de Barbeau, c'est qu'il avait annoncé 89. Quand on regarde de près, quand on analyse, quand on relit ce qui a été écrit sur les événements de 1991, notamment dans le monde, eh bien, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Alors, en 1989, il y a eu effectivement ce que j'appelle une phase martienne, c'est-à-dire que il y a une dislocation de l'Empire qui effectivement s'est produit, mais de l'Empire, pas de la Russie. Or, en 1917, c'est bien de la Russie dont il s'agit. Le début de 1991 prend le contre-pied, d'une certaine façon, d'un point de vue astro-cyclique, prend le contre-pied de 1989. On n'est pas du tout dans le même monde, dans la même dynamique. Il y a un ressaisissement. Alors qu'est-ce qui se passe? Moi je lis ce que décrit le monde, je lis que, par exemple, la Russie s'empare de toutes les ambassades de l'URSS. Elle a la part du lion, la Russie. Hein. Donc, cette dislocation, non seulement un effet de l'Empire soviétique, mais de l'URSS, donc non seulement des satellites, ce glacis qui couvrait l'Europe de l'Est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais même l'URSS elle-même était effectivement en plein chantier. Mais en 1991, les choses changent. Ça correspond d'ailleurs à la fin de Gorbatchev, d'ailleurs. Les choses changent et la Russie tire son épingle du jeu. Et on l'a vu par la suite d'ailleurs. Elle tire son épingle du jeu. Elle est l'héritière principale de l'URSS, notamment au niveau nucléaire. Et donc, quelque part, en dépit de cette dislocation, elle redevient le centre. Elle réaffirme sa centralité. Donc elle reprend quelque part son importance. Et cela ne se produit que parce que, entre-temps, Saturne est passé de la fin d'une phase martienne à une phase vénusienne. Or, comme on sait dans mon système, la phase vénusienne permet ce qu'on appelle la phase du mal dominant, on peut dire. D'ailleurs, Vénus, quelque part, est attirée par le mal dominant. La phase vénusienne
permet justement à un élément de l'ensemble de prédominer, de s'imposer. Et c'est ce qui se passe. L'URSS s'efface pour donner toute la place à la Russie. Et cela dit, bon, la Russie a aussi des velléités impériales par ailleurs. Et elle-même d'ailleurs est un ensemble extrêmement hétérogène, mais quand même immense. Et cette immensité de la Russie, elle n'est pas affectée par 1989 ni par 1991, bien au contraire. Donc il y a une espèce de retour à la dynamique russe initiale. Et ça, c'est typiquement vénusien, c'est-à-dire qu'il y a une centralité, une nouvelle centralité qui se met en place. Donc on voit d'ailleurs les avatars encore jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Ce qui se passe aujourd'hui, alors nous sommes à nouveau en phase vénusienne, c'est une volonté de réaffirmation de la Russie, de la langue russe. L'écriture de la langue russe est essentielle ici, alors que l'URSS n'était pas du tout uniquement russe, au niveau russophone, et les pays satellites étaient encore moins tous russophones, si on peut dire. Mais là, au contraire, c'est le facteur russe qui est mis en avant, mais comme élément central. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas des velléités impériales, loin de là. On retrouve d'ailleurs des similitudes, évidemment, qu'on pourrait mettre en avant avec ce qui s'est passé avec l'Allemagne, avec Hitler, avec les nazis, etc. Pas du tout inconcevable. Mais, comme aujourd'hui, par exemple, les troubles qu'ont vécu les Européens, l'Union européenne, ben, ça débouche sur l'hégémonie allemande. Bon, voilà. Hein, c'est la même chose. L'hégémonie allemande qui émerge d'une certaine forme d'effervescence un peu confuse de l'Union européenne, et puis en 91, l'hégémonie russe qui émerge de cette dislocation, de cette espèce d'ensemble qui est constitué de l'URSS et puis de tout un ensemble de pays autour, pays satellites justement, comme on les appelait. Depuis la Tchécoslovaquie jusqu'à la Hongrie, depuis la Bulgarie jusqu'à la Pologne, etc. Donc, nous avons effectivement un processus qui est bien illustré, mais qui peut être tout à fait adapté à des niveaux beaucoup plus modestes, hein, c'est clair. C'est-à-dire au niveau artistique, au niveau scientifique, au niveau religieux. Voilà, c'est pas. Dans mon système, on peut descendre, on peut appliquer le système à tous les échelons, à tous les niveaux, réservé au plus haut niveau. Et au plus haut niveau, on a quand même une vision globale qui est intéressante, qui devient un peu archétypale. Mais au niveau le plus basique, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, comme on l'a déjà dit, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui jouent un rôle majeur. Alors ça resterait évidemment à démontrer, à valider, mais enfin, moi, la thèse que je développe, c'est celle-là. C'est-à-dire que les femmes, quand elles sont en pleine action, elles ont tendance à cloisonner les choses, à les distinguer, à les différencier à outrance. Et quand cette attitude différenciatrice, qui a des effets positifs, parce que ça crée des petits groupes sympathiques, où on est entre soi, on est entre des gens qui se ressemblent, etc. Ça, c'est un autre problème. Bon. Chauvinisme, etc., d'esprit de clocher, d'esprit de famille, d'esprit tribal, bon, très bien. C'est assez chaud, c'est chaud parce que d'ailleurs l'hiver, qui est mon avis féminin, c'est le moment où on se chauffe, non pas au soleil, mais on se chauffe au coin du feu. Et la veillée, c'est un endroit où on se retrouve. D'ailleurs, la nuit est beaucoup plus mangeuse de techniques
technologie que le jour. La nuit, on a besoin de bois, on a besoin de cheminée, on a besoin de radiateurs, on a besoin de lumière, alors que le jour, on est contenté de l'énergie solaire. Bon, donc c'est pas du tout, la même atmosphère. Donc, il y a effectivement une dimension nocturne chez les femmes qui, lorsque se termine la phase martienne, c'est-à-dire se termine 45 degrés après la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales. Et là, il faut être extrêmement strict. Bon, pendant un certain temps, je travaille sur les moyennes, mais là, c'est plus possible de travailler sur les moyennes. Il faut réellement travailler sur... bon, en réalité, c'est même pas 45 degrés, parce qu'il faut calculer la distance entre l'étoile fixe qui est à l'origine du processus et l'étoile fixe qui est à la fin. Et c'est pas forcément 45 degrés, c'est pas forcément 80 degrés. Ça peut être 100 degrés, ça peut être 80 degrés. Parce que les 4 étoiles fixes ne sont pas séparées par 80 degrés exactement. Donc il faut être extrêmement précis à ce moment-là. Et quand on passe à la phase vénusienne, eh bien à ce moment-là, ces microstructures sont en crise, il y a une sorte d'étouffement, il y a des divorces, il y a des séparations, et c'est un peu la démarche, je dirais, vous savez, révolutionnaire, du genre, il n'y a plus que des individus face à l'État, et toutes les superstructures, toutes les corporations intermédiaires ont tendance à être dissoutes, ou en tout cas à être désertées. Donc la phase vénusienne est une phase d'unification parce que justement les femmes ne jouent plus ce rôle d'interface, elles ne jouent plus ce rôle d'encadrement et par conséquent les gens se retrouvent un peu comme des électrons libres et ils vont pouvoir se polariser dans un seul mouvement au lieu de rester chacun dans leur